votre invitation, avant de passer à la sphinctérotomie, qui est un petit peu le geste décisif, je voulais juste vous dire 2-3 mots quand même de pharmacologie, puisqu'il y a quand même quelques traitements médicaux qui ont eu des critères d'efficacité ou d'intérêt pour mieux comprendre cette pathologie et éventuellement envisager des solutions alternatives. Alors on a la famille des inhibiteurs calciques où effectivement il y a une étude positive versus placebo sur les douleurs. L'inconvénient étant lié aux effets secondaires, en particulier les céphalées, et la nécessité d'un traitement au long cours alors que les crises sont souvent très épisodiques. Et bien sûr c'est un problème d'imposer ça aux patients. Il y a une autre étude qui a montré que la trimébutine à forte dose associée à la trinitrine sublinguale au moment des crises était très intéressante, avec 63% de résultats positifs, et des résultats qui finalement n'étaient pas très différents d'un groupe de sphinctérotomie endoscopique. Là aussi, disons, difficulté d'évaluation de l'efficacité sur le long terme, et la pénibilité d'un traitement permanent pour les patients, là encore avec des crises espacées. Alors il y a une chose intéressante, c'est la toxine botulique, parce qu'elle a eu effectivement montré une efficacité manométrique et clinique indiscutable, avec une amélioration significative des symptômes, mais des récidives au bout d'un certain délai, au terme duquel effectivement l'efficacité de la toxine disparaît. Il y a eu une étude avec un groupe asymptomatique de patients après toxine botulique 11 fois sur 12, qui a eu des récidives et qui ont eu ensuite un bon résultat de la sphinctérotomie, ce qui a pu faire penser qu'à un moment donné, ce test pouvait être intéressant, là aussi en valeur prédictive forte, pour réaliser une sphinctérotomie endoscopique chez les patients qui avaient réagi au traitement. Mais ça n'a pas eu de développement clinique et ça tient en grande partie à la difficulté de se procurer le produit. Alors on va dire que globalement actuellement, le traitement médical, c'est surtout en fait l'éviction des médicaments qui favorisent la contraction audienne, donc en particulier les morphiniques et surtout la codéine, qui va être présente dans des antalgiques, des antitussifs et des ralentisseurs du transit. Alors, le traitement endoscopique, donc c'est la sphinctérotomie dont on vous a déjà parlé, considérée comme la méthode de référence puisque c'est la seule technique qui est capable de supprimer définitivement les conséquences de la sténose ou du spasme musculaire ou du dysfonctionnement. Je vous passe le détail du cumulatif des études, mais enfin, globalement, on va dire qu'il y a plusieurs études prospectives qui ont bien démontré un effet positif de la sphinctérotomie dans environ au moins 80% des cas, dans le dysfonctionnement du sphincter d'Oddi, à condition effectivement de bien poser les indications comme on l'a déjà vu. L'analyse des résultats en fonction de la pression basale en manométrie, dont on vous a bien dit qu'effectivement elle n'était plus réalisée en pratique courante, confirme bien que dans les cas où la pression basale est inférieure à 40, on n'a pas de différence significative entre une sphinctérotomie effective et une sphinctérotomie fictive, comme ça a été fait dans certaines études, et que, inversement, quand la pression basale est supérieure à 40, on a une efficacité de la sphinctérotomie à 91% versus 25% si on fait simplement une sphinctérotomie fictive. Donc, indiscutablement, c'est le traitement de choix. Alors, on vous a déjà montré des... Non, pardon, il faut revenir en arrière. Pour avoir la flèche, éventuellement. Juste, il faut appuyer sur le trackball. D'accord, voilà. Je la retrouve. Non. Bon, je n'ai pas la flèche. Bon, un appareil sphinctérien complexe, où effectivement le sphincter d'Oddi est lié à en fait une dépendance de la musculeuse duodénale, et donc dans cette indication, on ne s'intéresse qu'au versant biliaire du sphincter. Sur les indications pancréatiques, c'est très flou et on n'a pas de référentiel. Voilà, donc là, une papille intacte en A, l'introduction du sphinctérotome dans l'orifice papillaire. Là, on a un fil de coupe qu'on tend et dans lequel on fait passer le courant diathermique et qui permet d'ouvrir complètement le sphincter. Et vous voyez ici, effectivement, une issue de bile significative.
Là, ça reprend ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des diagnostics différentiels. Ici, en fait, on a une audite tout à fait typique, j'allais dire, avec des berges sphinctériennes extrêmement fibreuses et hypertrophiques. Donc, l'audit, ça existe. Et effectivement, dans ce cas-là, clairement, le diagnostic différentiel, c'est de ne pas méconnaître une tumeur intra-ampulaire. Et on ne va pas hésiter sur une papille comme ça à faire des biopsies. Alors, pour revenir aux critères d'efficacité de la sphinctérotomie, donc, bien sûr, on a vu clairement que le type du dysfonctionnement était très significativement, influençait très significativement le résultat entre les types 1 et les types 2 et 3. La pression basale, un critère très intéressant mais qui n'est plus utilisé. Et donc, clairement, maintenant, on va dire que le juge de paix sera la scintigraphie. Le problème, c'est les limites et complications de la sphinctérotomie, c'est la pancréatite aiguë, puisque en post-CPRE habituel, on est plutôt sur des taux de 2 à 6%, et en cas de dysfonctionnement du sphincter d'Oddi, on est sur des chiffres avec une fourchette entre 19 et 36%, disons une moyenne à 25%, ce qui nous donne un risque relatif dans cette indication, multiplié par 5, ce qui est évidemment très élevé, puisque certaines pancréatites peuvent être éventuellement mortelles. Alors, on a deux solutions de traitement préventif qui sont hautement préconisées, qui doivent être réalisées, si c'est possible, dans tous les cas. Administration avant ou après la procédure d'un suppositoire d'anti-inflammatoire qui a montré une réduction significative du taux de pancréatite. Et quand c'est possible techniquement, une intubation systématique du canal de Wirsung, du canal pancréatique, avec une toute petite prothèse de 5 French, qu'on va laisser peu de temps, 3-4 jours, soit qui va migrer toute seule, soit si elle n'a pas migré spontanément, on va aller la rechercher endoscopiquement. Clairement, ces deux procédés, surtout quand ils sont cumulés, vont permettre d'abaisser le taux de pancréatite aiguë post-sphinctérotomie dans cette indication. Il nous restait un petit peu la difficulté de choisir ce traitement pour ces patients, on va dire un peu entre deux, type 2 et surtout 3, dont on ne sait pas très bien quoi faire. Et cette étude de Peter Cotton aux États-Unis, l'a publiée en 2014, a probablement un petit peu réglé la discussion avec l'inclusion de 214 patients sur 7 centres experts qui avaient tous une voie biliaire peu ou pas dilatée, une biologie peu ou pas perturbée, qui ne prenait pas d'opiacés, et le critère d'évaluation de l'efficacité de la sphinctérotomie, on vous a bien dit que c'était des douleurs qui invalidaient, donc là c'était sûrement un bon choix d'utiliser un critère d'évaluation de ce type, c'est-à-dire au moins 11 jours de perte d'activité sur un trimestre. Là, dans ce cas-là, tous les patients avaient CPRE manométrie, tirés au sort, 141 sphinctérotomies, 73 sans sphinctérotomie. Critère d'évaluation, diminuer la perte d'activité à moins de 6 jours au 3e et au 4e trimestre. Pas de deuxième intervention, pas d'antalgique pendant le 4e trimestre au décours de la sphinctérotomie. Alors les résultats, c'est 11% de pancréatite aiguë dans le groupe sphinctérotomie, une perforation duodénale dans le groupe sphinctérotomie, et sur les sujets symptomatiques, donc une amélioration rapide dans les deux groupes, avec à 12 mois un succès sur le groupe sphinctérotomie à 23% versus 37% dans le groupe contrôle, donc une étude qui est clairement en défaveur de la réalisation d'une sphinctérotomie dans ce cadre-là. Donc, la sphinctérotomie doit être réservée aux patients symptomatiques cliniquement et biologiquement, avec une voie biliaire dilatée, explorée par échoendoscopie et scintigraphie biliaire, ayant une cholestase permanente ou récidivante, qui dans ce cas-là est très souvent liée à un critère anatomique d'odite fibreuse ou d'adénomiose, et après avoir éliminé une prise intermittente d'opiacés, surtout quand la voie biliaire est fine. Donc on pourrait proposer peut-être ces petits algorithmes-là, d'une part diagnostic, d'autre part thérapeutique, suspicion de DSO, éliminer bien sûr les diagnostics différentiels, comme ça a été déjà très bien dit, réaliser une scintigraphie biliaire, si elle est normale, le DSO reste possible, mais l'efficacité de la sphinctérotomie est probablement très incertaine, et donc d'autant plus risquée. Si elle est pathologique,
DSO confirmé, efficacité de la sphinctérotomie très probable. En termes de traitement, éviction des médicaments favorisants, ça améliore nettement la situation, ce qui est relativement fréquent quand on interroge bien les patients et qu'on a réussi à vraiment dépister les prises médicamenteuses, parfois par un interrogatoire extrêmement difficile, mais c'est très productif. Et à ce moment-là, on poursuit bien sûr dans ce sens-là. En cas d'échec, éventuellement tester les thérapeutiques médicales, trimébutine ou inhibiteurs calciques avec des dérivés nitrés au moment de la crise. En cas d'échec, chez les sujets qui ont une scintigraphie normale, on va dire avis spécialisé, à réfléchir. Et clairement, chez les sujets qui ont une scintigraphie pathologique, sphinctérotomie endoscopique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. S'il y a des questions. J'ai une question. Pourquoi il y a eu 15% de pancréatite dans le contrôle qui n'a pas eu de sphinctérotomie? Alors en fait, ça c'est des gens qui ont une manométrie. Voilà, donc il y a quand même CPRE manométrie chez ces gens-là. Et donc on est dans déjà dans une morbidité qui est loin d'être nulle. C'est une des grandes raisons d'abandon de la manométrie.